Chapitre 29, Partie 1. Madame Narcissa Malfoy. Le mariage de Lucius et de Narcissa eut lieu en décembre, quelques mois après ce superbe été. La plupart des invités s'accordèrent pour dire que c'était le plus réussi auquel ils aient jamais assisté, mais pour Narcissa, ce fut un peu plus compliqué que cela. Le matin du jour fatidique, Narcissa se réveilla à l'aube et se tourna des dizaines de fois dans son lit sans réussir à se rendormir. Elle finit par se lever et fit les 100 pas dans l'aile ouest en se mordillant les ongles et en triturant sa bague de fiançailles qui enserrait son annulaire. Il régnait dans la maison une effervescence joyeuse à laquelle Narcissa n'arrivait pas à s'abandonner. Un grand vacarme et des effluves prometteurs montaient des cuisines à la mesure du festin qui s'y préparait. Par la fenêtre, sous un ciel bleu vif, Narcissa observait l'elfe Lidélis s'affairer dans le jardin avec énergie. Dans un premier temps, elle la vit claquer des doigts, et l'air qui se trouvait autour du manoir se dilata légèrement. Narcissa devina qu'elle venait d'installer la même aura de douce chaleur que lors du bal de Noël, permettant ainsi aux invités de déambuler dans le jardin sans s'embarrasser de leur cape. Puis, Lidélis plaça devant le perron les nombreuses tables et les chaises destinées au banquet, les recouvrit de nappes blanches, y disposa des guirlandes de lierre dorée et des bouquets de roses. Quelques siècles auparavant, une ancêtre de Lucius, Lucrèce Malfoy, avait créé une variété de roses spécialement pour son mariage. Leurs pétales denses étaient blancs, comme ceux d'innombrables autres roses banales, mais portaient sur leur bordure un liseré doré qui les faisait scintiller dans la lumière. Une partie du jardin des Malfoy était, depuis, spécialement réservée à ces roses qui poussaient en hiver comme en été et qui étaient donc utilisées pour tous les mariages de la famille ou bien vendues à de riches sorciers à travers le monde. Lorsque Lidélis eut disposé un bouquet de ces superbes roses blanches et dorées sur chacune des tables, l'elfe s'éloigna et alla répandre des pétales de fleurs dans la fontaine et lui jeta un sort pour que l'eau prenne une belle couleur dorée. Puis elle installa le nécessaire pour la cérémonie elle-même, qui devait avoir lieu au milieu du jardin, entre les massifs de fleurs et les haies d'ifs parfaitement entretenus. Elle commença par monter une arche métallique au milieu de l'allée de gravier blanc, devant la statue d'Armand Malfoy, qui s'était détourné du portail et surveillait les préparatifs avec intérêt. Puis Lidélis couvrit l'arche de roses blanches et or, jusqu'à ce que la structure métallique ait disparu sous les pétales denses et scintillants. Ensuite, elle étala dans l'allée de gravier un long tapis de soie blanche, brodé d'or, qui courait de l'entrée du manoir à l'arche couverte de roses. Puis elle installa des guirlandes de fleurs qui flottaient dans les airs, au-dessus de chacune des allées du jardin. Et enfin, de part et d'autre de l'allée principale, elle entreprit d'installer d'innombrables rangées de sièges en métal blanc, sans oublier d'accrocher sur le dossier de chacun une des célèbres roses créées par Lucrèce Malfoy. Cramponnée au rebord de la fenêtre, Narcissa sentait une angoisse inexplicable grandir en elle à chaque chaise que Lidélis posait sur les graviers blancs. Elle savait pertinemment que, durant toute la journée, tous les regards seraient posés sur elle, sur sa robe, sa coiffure, sa démarche et ses bonnes manières. Elle savait que ce mariage serait l'objet de toutes les conversations des semaines, peut-être même des mois à venir, et que la Gazette du Sorcier lui consacrerait un article dès le lendemain. Si elle montrait le moindre signe de faiblesse, si elle laissait paraître la moindre trace de nervosité, tout serait noté, remarqué, répété et déformé à l'infini. Elle savait que certaines personnes, comme Carla Avery et Juliette Selwyn, venaient à ce mariage dans le seul espoir de la voir mordre la poussière. Une autre des raisons pour laquelle elle se sentait si anxieuse était que son père ne lui avait pas donné de nouvelles depuis le décès de sa mère. Même s'il n'y avait aucune raison pour qu'il désapprouve, Narcissa n'avait aucune idée
de ce qu'il pensait de ce mariage. Elle lui avait écrit une lettre pour l'avertir personnellement de sa décision et pour lui demander de marcher à son bras lors de la cérémonie, mais sa lettre était restée sans réponse. Narcissa n'avait demandé à personne d'autre de le remplacer, de peur qu'il ne se vexe, mais elle comptait sur sa marraine, Vera Goyle, pour se substituer à lui s'il ne se montrait pas. Narcissa avait choisi Daisy et Bellatrix comme demoiselles d'honneur et attendait leur arrivée avec impatience, persuadée qu'elle saurait la rassurer. Mais quand Daisy arriva, en fin de matinée, celle-ci était très agitée et elle jetait d'étranges regards en coin à Narcissa, bien qu'elle assurât le contraire. Quant à Bellatrix, Narcissa avait peur qu'elle ne vienne pas, en raison de leur dernière dispute devant le serpent qui fume. Mais Bellatrix se présenta quasiment en même temps que Daisy, vêtue de la robe noire que Walburga lui avait offerte un an plus tôt, avant le bal de Noël donné chez les Malfoy. Elle avait le teint pâle, les yeux cernés, les joues creuses et l'air mélancolique. Mais quand Narcissa s'inquiéta de la voir ainsi, Bellatrix la rabroua vertement et la pria de se mêler de ses affaires. Les trois jeunes femmes s'isolèrent dans l'immense chambre de Narcissa, et Bellatrix ne fit aucun effort pour cacher sa désapprobation devant tant de luxe inutile. Mais Daisy la fit taire, et elles aidèrent Narcissa à enfiler sa robe. Cela prit un certain temps, car la robe était très compliquée, et lorsque Narcissa fut prête, on entendait déjà la rumeur des invités enfler depuis le jardin, et l'orchestre magique jouer une musique gaie et légère. Monsieur Tissard de la boutique luxueuse Tissard et Brodette, qui se trouvait sur le chemin de traverse, avait eu l'honneur d'être désigné pour confectionner la robe, et Lucius avait été clair avec lui. Si par malheur on lui trouvait une seule imperfection, Lucius se débrouillerait pour faire fermer sa boutique. En revanche, s'ils en étaient satisfaits, Lucius promettait de vanter les mérites du couturier aux sorciers les plus influents et de lui assurer ainsi un avenir prospère. La robe était d'un blanc si éclatant qu'elle semblait irréelle. Le bustier était assez serré et donnait à la poitrine de Narcissa plus de volume qu'elle n'en avait réellement. Les nombreux jupons descendaient jusqu'au sol et étaient couverts, tout comme ses épaules, de la dentelle la plus fine qui soit. « Tu es magnifique !» dit Daisy lorsque Narcissa tourna sur elle-même pour leur faire admirer le résultat. « Une vraie pouliche prête à être vendue !» marmonna Bellatrix. Narcissa décida d'ignorer sa sœur et se plaça devant son miroir pour arranger ses cheveux. Daisy l'aidait, mais elle avait du mal à la coiffer, d'une part parce que ses doigts tremblaient légèrement, et d'autre part parce que Narcissa était un peu plus grande qu'elle et qu'elle ne pouvait s'empêcher de remuer. « Au fait, Sissi, je suis venue accompagner, » annonça Bellatrix à ce moment-là, sans enthousiasme. « J'espère que ça ne te dérange pas. »« Vraiment ? Qui est l'heureux élu ?» Bellatrix hésita un instant puis avoua. « Rodolphus Lestrange. »« Rodolphus, lui ?» s'offusqua Narcissa. « Tu as invité ce malappris ? Oh, arrête un peu avec tes grands mots de dame distinguée. Tu croyais que j'allais venir seule au milieu de tous ces imbéciles de collinards qui viennent se goinfrer de petits fours au lieu de rejoindre notre lutte ? Bella, Rodolphus Lestrange est abject, et je t'interdis de faire allusion à Voldemort aujourd'hui, c'est compris ? Tu embarrasserais les invités. » Bellatrix se croisa les bras, renfrognée. « Je sais bien que Rodolphus est un imbécile, mais je n'avais pas le courage d'affronter tous ces petits précieux toute seule, » dit Bellatrix. « Et Rodolphus était le seul qui voulait bien m'accompagner, après ce qu'on a appris hier. » Narcissa fronça les sourcils et voulut se retourner vers sa sœur, mais Daisy maintenait son visage face au miroir pour pouvoir la coiffer correctement. « De quoi parles-tu » demanda Narcissa en s'agitant. Dans le reflet du miroir, elle surprit Daisy et Bellatrix échanger un regard furtif qui ne lui disait rien qui vaille. « Dites-moi, » ordonna-t-elle. « Plus tard,
décréta Daisy en continuant de regarder Bellatrix avec sévérité. Il est l'heure de descendre. En consultant l'horloge murale, Narcissa fut obligée de constater que Daisy avait raison, et elle sentit son estomac se contracter légèrement. En pensant à ce qu'il allait se passer, elle en oublia momentanément les cachotteries de Bellatrix et de Daisy. « Alors, ça y est, » murmura-t-elle en regardant dans le miroir la coiffure que Daisy avait fini par achever. Ses cheveux blonds étaient ramenés vers l'arrière en un joli chignon auquel était accroché un voile blanc et vaporeux qui lui descendait jusqu'à la taille. « Oui, ça y est, » dit Daisy en posant sa tête sur l'épaule de son amie. « Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. » Narcissa prit une inspiration, mais elle avait le souffle court, comme si ses poumons avaient rétréci pendant la nuit. Bellatrix restait renfrognée, mais lorsque Daisy lui lança un regard encourageant, elle finit par les rejoindre devant le miroir. « Si, je n'arrive pas à être heureuse pour toi, mais je te promets que je fais de mon mieux, » dit-elle en essayant de camoufler, tant bien que mal, sa hargne habituelle. « Je trouve que Lucius est sournois et prétentieux, et à mon avis, ce mariage est une idée farfelue. Mais en tout cas, si jamais il te cause du chagrin, je me ferai un plaisir de venir lui botter le derrière. » Daisy soupira, mais Narcissa sourit, jugeant qu'elle ne pourrait rien espérer de mieux de la part de Bellatrix. Elle saisit sur sa coiffeuse en bois verni la ravissante fleur de lune que Lucius lui avait offerte quelques jours après leur première rencontre, et demanda à Daisy de la piquer dans ses cheveux blonds au-dessus du voile accroché dans son chignon. Puis elle saisit les mains de ses deux demoiselles d'honneur, et elles sortirent toutes les trois de la chambre. Elle parcourut les couloirs de l'aile ouest, comme si elle les foulait pour la première fois. Elle remarqua des détails auxquels elle n'avait jamais prêté attention jusqu'alors. Le parquet, qui craquait devant sa porte, le léger ronflement d'un homme dans un portrait, le grincement d'une poignée de porte. Ainsi, pensait-elle, ces longs couloirs vides seraient sa maison pour toujours. Quelques mois plus tôt, le manoir et ses alentours lui avaient paru immenses et merveilleux. Ce jour-là, Narcissa avait l'impression de marcher dans les intestins d'un géant ou d'une gigantesque machine, toute prête à la broyer en morceaux. Avait-elle pleinement réalisé avec qui elle se mariait, se demanda-t-elle. Derrière ses manières bienveillantes et sereines, Lucius ne cachait-il pas l'ambition avide de dominer et de manipuler tous ceux qui se présentaient à lui? Bellatrix avait raison. Lucius était bel et bien sournois et prétentieux, ou du moins, il pouvait l'être à l'égard de certaines personnes. Certes, depuis que Narcissa l'avait remise à sa place au dîner de Noël de Slughorn, Lucius avait été irréprochable, et Narcissa s'était orgueilleusement persuadée qu'elle serait épargnée par ses méchancetés. Mais tout de même, n'était-il pas trop présomptueux de penser qu'un tel homme, qui avait un tel succès, pourrait la chérir à tout jamais? Serait-il possible qu'il l'ait séduite par défi personnel et que toute la gentillesse dont il faisait preuve à son égard disparaisse au moment où elle lui serait entièrement et durablement acquise? Et si leur couple fanait progressivement et finissait par ressembler à tant d'autres comme celui d'Orion et de Walburga? Tout en déroulant dans son esprit des craintes de moins en moins rationnelles, Narcissa arriva sur le palier du premier étage, au niveau du double escalier qui descendait dans le hall d'entrée. La gorge nouée, elle passa devant une fenêtre qui donnait sur l'avant du manoir et aperçut la foule d'invités confortablement installés sur les chaises blanches installées dans le jardin. Il n'y avait pas une place qui ne fût pas occupée. Des enfants se hissaient sur les genoux de leurs parents et scrutaient avec impatience la porte close du manoir. Les invités les moins prestigieux se tenaient même debout par manque de place. « Il y a beaucoup trop de monde » gémit Narcissa. « Tu n'as qu'à les imaginer sans leurs vêtements » proposa Bellatrix avec amusement.
Narcissa et Daisy se tournèrent vers elle, interloquées, et Bellatrix haussa les épaules. C'est ce que j'ai conseillé à Régulus quand il m'a dit qu'il n'osait pas parler devant ses camarades de classe. Apparemment, ça a marché, car depuis, il est premier dans toutes les matières. Narcissa fut rassurée d'apprendre que Bellatrix ne donnait pas que des mauvais conseils à Régulus, et se sentit un peu plus légère. En regardant à nouveau par la fenêtre, elle aperçut la statue d'Armand Malfoy qui était descendu de son socle. L'homme de pierre dépassait tout le monde d'un bon mètre et se tenait près de l'arche fleurie où il se disputait avec véhémence avec une petite femme habillée de vêtements rose bonbon. Elle vit également Lucius qui attendait près de l'arche fleurie au milieu de l'allée de gravier blanc. Il portait un superbe costume gris foncé, parfaitement coupé. Il discutait tranquillement avec Régulus et Sévérus, qui se pressaient tous les deux autour de lui, sans doute pour qu'il leur raconte en détail son année à Durmstrang. En regardant Lucius rapidement, il avait l'air parfaitement serein et détendu, mais Narcissa remarqua qu'il jetait de temps à autre des coups d'œil à sa montre de gousset ou à l'imposante porte du manoir que Narcissa était censée franchir dans quelques minutes. Elle en fut attendrie et quelque peu rassurée. Ensuite, Narcissa chercha des yeux la silhouette élancée et rassurante de sa marraine, Vera Goyle, mais ne la vit pas. Alors qu'elle s'apprêtait à demander à Daisy où étaient ses parents, un grand raffut monta du rez-de-chaussée. On entendit un bruit de verre brisé, des cris d'elfes de maison et des glapissements furieux. Un bruit de battement d'ailes se rapprocha d'elle, et un oiseau tenant une enveloppe violette dans son bec surgit de la cage d'escalier et se percha sur la rampe, visiblement excédé. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne s'agissait pas d'un hibou, mais d'un aigle royal aux ailes immenses et aux plumes ébouriffées qui appartenait aux Goyle. « Cléopâtre !» s'exclama Daisy avec enthousiasme en prenant l'aigle sur son poing. « Tiens, Sissi, l'enveloppe est pour toi. Je parie que ce sont mes parents qui sont en retard. » « Un aigle royal !» se moqua Bellatrix en regardant l'oiseau, avec toutefois une pointe d'envie dans la voix. « Vous, les Goyle, vous pouvez vraiment rien faire comme tout le monde. » « Comme dit ma mère, la vie sans fantaisie est aussi insipide qu'un anniversaire sans bougie, » sourit Daisy en caressant la tête de l'aigle qui donnait des coups de bec menaçants en direction de Bellatrix. Narcissa saisit l'enveloppe violette que lui tendait Daisy et la déchira d'un coup sec. À l'intérieur se trouvait une petite carte, tout aussi violette, sur laquelle s'étalait l'écriture désordonnée de Vera Goyle. « Nous sommes désolés pour le retard, ma chérie, ton cadeau nous donne du fil à retordre. Nous avons envoyé Cléopâtre en avance, et nous serons là très vite, en espérant qu'il reste du champagne. Il nous tarde de t'embrasser, avec toute notre affection, Vera et Fergus. »« Tu ne sais pas où ils sont ?» demanda Narcissa à Daisy. Mais Daisy n'avait aucune idée de ce que ses parents mijotaient, ni de la nature de ce mystérieux cadeau qui était la cause de leur retard. Elles descendirent le double escalier du hall d'entrée et trouvèrent Cygnus Black qui les attendait près d'une des grandes fenêtres donnant sur le jardin. En voyant son ombre imposante se découper dans la lumière du soleil, Narcissa déglutit avec difficulté. Pendant toutes les nuits qui avaient précédé son mariage, elle avait imaginé la réaction de son père et s'était persuadée qu'il serait transporté de bonheur et de fierté. Elle avait rêvé, avec plus d'intensité que jamais, des paroles tendres qu'il lui adresserait, de la fierté et de l'affection qu'elle lirait enfin dans son regard, de la manière dont il bomberait le torse lorsqu'elle apparaîtrait à son bras, au regard entendu qu'il adresserait à Lucius lorsqu'il lui confierait sa fille, un regard qui voudrait dire « Ne fais pas de bêtises, jeune homme, ou bien tu auras affaire à moi, car je tiens à celle que tu prends pour femme comme à la prunelle de mes yeux. » Mais malheureusement, la réalité fut tout autre. Lorsque Narcissa apparut en haut de l'escalier, Bellatrix tout sauta pour signaler leur présence. Cygnus Black se retourna vers elle,
et regarda Narcissa descendre les escaliers sans qu'un seul sourire ne vienne éclairer son visage soucieux. Il semblait presque dépité de la voir aussi belle et avait l'air gêné d'être là, ce qui lui donnait l'air plus déplacé que jamais. Quand Narcissa s'approcha de lui, il détourna les yeux et lui présenta son bras. « Allons-y », dit-il visiblement pressé d'en finir. « Papa, tout va bien ?» s'inquiéta Narcissa. « Mais oui, voyons, très bien. Allez, viens, tout le monde nous attend. » Narcissa sentit Bellatrix exercer une légère pression sur sa main, et sa gorge se noua encore un peu plus étroitement. Puis Daisy et Bellatrix lui lâchèrent la main pour aller tenir sa traîne, et Lidélis vint lui apporter un petit bouquet des fameuses roses blanches aux pétales bordés d'or. « Voilà, madame !» fit l'elfe en s'inclinant respectueusement. Narcissa prit le bouquet et s'agrippa au bras de son père, qui regardait droit devant lui, l'air absent. Lidélis grimpa sur un siège pour taper au carreau de la fenêtre, sans doute pour donner le signal à Prunas. Narcissa entendit l'orchestre commencer un morceau solennel, puis des raclements de chaises lui signalèrent que l'assemblée se levait. Les deux lourds battants de la porte d'entrée s'ouvrirent devant elle, et la lumière de l'extérieur pénétra abondamment dans le hall. Un peu plus tard, lorsque Narcissa voudrait écrire dans son journal ce qu'elle avait ressenti en faisant ses premiers pas en robe de mariée devant plusieurs centaines de personnes, elle serait bien en peine de le faire, car en réalité, elle ne ressentit rien. Les émotions qui se bousculaient dans sa tête semblaient se battre entre elles sans qu'aucune ne triomphe. Elle voyait les visages radieux se tourner vers elle sentait les tiges froisser des fleurs au creux de sa paume moite et crispée, sa robe qui lui oppressait la poitrine et alourdissait chacun de ses pas, mais aucune de ces sensations ne paraissait réelle. Elle traversa le perron de marbre noir, descendit les quelques marches en soulevant légèrement sa robe, et marcha entre les tables vides, avec l'impression de flotter au-dessus du long tapis de soie blanche qui courait jusqu'à l'arche fleurie. Elle parvint ensuite au niveau des invités qui se trouvaient dans les derniers rangs. Elle reconnut de nombreux visages. Il y avait M. Tissard et Mme Brodette, M. Ollivander, M. Éric Jean Tremble, le patron ventru de Fleury et Bottes, des Aurores et des employés du ministère que son père et Abraxas Malfoy avaient côtoyés. Au fur et à mesure qu'elle avançait, les invités étaient de mieux en mieux habillés et de plus en plus hautains. Elle aperçut les crabes. Il était difficile, pour ne pas dire impossible, de les manquer. Piscus Crabbe avait l'air furieux, sans doute parce qu'à ses yeux, c'était son fils qui, le premier, aurait dû passer la bague au doigt d'une fille Black, et non ce maigrichon de Lucius Malfoy. Sa femme, Ursula Crabbe, usée par leurs longues années de vie commune, avait fini par ressembler à son mari. Elle était aussi patibulaire et aussi imposante que lui, et avait enrobé ses hanches épaisses dans une robe brune qui lui donnait l'air d'une énorme choco-grenouille. Elle se tenait entre ses deux fils, Hector et Erascus Crabbe, et avait posé ses mains sur leurs épaules massives. Les deux jumeaux regardaient Narcissa avec défi, tout en tenant en laisse leurs deux énormes pitbulls qui s'agitaient et bavaient sur les bottes de leurs voisins. Narcissa repensa au conseil de Bellatrix et essaya d'imaginer les quatre crabes sans leurs vêtements. Mais cette pensée lui parut encore plus effrayante que la réalité. Elle passa ainsi sous les regards attentifs de tous les habitants de la colline d'Émeraude. Les Avery, les Nott, les Flint, les Selwyn, les Rosiers, ainsi que tous leurs cousins proches ou non. Elle aperçut également Eugenia Jenkins, la ministre de la Magie, et Clodéon Bouchacourt, le président de la République sorcière de France, qui était un grand ami d'Abraxas Malfoy. Au troisième rang se trouvait la tante Valburga, qui regardait Narcissa avec fierté, mais c'était une fierté mauvaise dont Narcissa ne voulait pas, qui lui signifiait qu'elle avait agi exactement comme sa tante l'avait souhaité. En passant près de Valburga,
Narcissa faillit défaillir en voyant qu'elle avait eu l'audace de mettre à son cou le collier de charme qu'elle avait usurpé à sa mère, le jour où elle avait emmené Androméda acheter ses premières fournitures sur le chemin de traverse. Narcissa raffermit sa prise sur le bras de son père, regarda Lucius qui l'attendait près de l'arche fleurie, et réussit à se retenir de sauter à la gorge de la tante Valburga devant tout le monde. Orion était là, lui aussi, avec un volumineux médaillon en or bien en évidence sur sa poitrine, observant Cygnus avec un petit sourire en coin. Mais il s'était assis loin de Valburga pour que personne ne remarque à quel point il était plus petit qu'elle. Au deuxième rang, juste derrière les 2 places réservées pour Bellatrix et Daisy, Carla Avery portait une robe rouge criarde. À côté d'elle, Edgar Goyle, avec qui elle était désormais fiancée, portait un costume bien trop petit pour lui et, en voyant les regards furieux qu'il adressait à Carla chaque fois que les boutons dorés entravaient sa respiration, Narcissa devina que c'était elle qui l'avait choisi pour lui, et elle se détendit légèrement en pensant que son mariage la préserverait définitivement des prétendants aussi peu désirables qu'Edgar Goyle. À côté d'eux se tenait Juliette Selwyn dans une superbe robe blanche qui ressemblait un peu à celle de Narcissa. C'était la seule personne de l'assemblée qui ne regardait pas la mariée. Elle gardait ses yeux suppliants fixés sur Lucius, comme si elle espérait encore que celui-ci change d'avis. De l'autre côté, juste derrière Lucius, Régulus était habillé avec une chemise blanche et un veston gris-argent qui le faisait paraître plus âgé qu'il ne l'était. Et Severus Rogue arborait une veste noire mal coupée et un pantalon si large qu'on aurait dit une jupe longue. Régulus adressa un grand sourire à Narcissa, Severus une petite grimace qui, venant de lui, avait à peu près la même valeur que le sourire de son voisin, et Narcissa leur sourit à son tour. Abraxas Malfoy, enfin, était la seule personne à des kilomètres à la ronde qui ne soit pas debout. Il était assis sur le siège qui se trouvait le plus proche de Lucius, appuyé sur sa canne noire dont le pommeau argenté était sculpté en forme de tête de serpent, et scrutait alternativement Narcissa et Lucius de son regard pénétrant et glacé. La musique de l'orchestre s'arrêta au moment précis où Narcissa et son père atteignaient Lucius, donnant ainsi l'impression que la chorégraphie avait été répétée de nombreuses fois. Cygnus Black fit un petit mouvement de la tête dans la direction de Lucius, puis rejoignit sa place à côté d'Abraxas Malfoy. Les 2 hommes échangèrent une discrète poignée de main et s'assirent côte à côte. Bellatrix et Daisy lâchèrent la traîne de Narcissa et passèrent à côté d'elle en lui effleurant le coude pour aller s'asseoir à leur place. Et enfin, Narcissa tourna son visage vers Lucius, qui semblait n'attendre que cela. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il doucement. « Tu es toute pâle. » Narcissa essaya de lui sourire malgré l'angoisse inexplicable qui lui nouait la gorge. « Oui, oui, » balbutia-t-elle. « Je n'ai pas dormi de la nuit. L'excitation, sans doute. » « Je n'ai pas réussi à fermer l'œil non plus, » voulut la rassurer Lucius. « J'étais bien trop impatient. » Malgré sa nuit blanche, le visage séduisant de Lucius ne portait aucune trace de fatigue. Ses yeux brillaient et il rayonnait de bonheur. En face d'eux, la statue d'Armand Malfoy s'apprêtait à prendre la parole, mais une petite femme toute de rose vêtue s'agrippait à son bras pour l'en empêcher. « Que se passe-t-il » chuchota Narcissa à Lucius. « L'envoyé du ministère nous cause des problèmes, soupira Lucius avec dédain. Dans notre famille, c'est notre ancêtre qui dirige toutes les cérémonies. C'est ainsi depuis des générations. Nous sommes obligés de convier un envoyé du ministère pour que le mariage soit reconnu. Mais habituellement, ils savent se tenir, alors que cette petite femme tient absolument à prononcer les paroles d'usage elle-même. » Armand Malfoy finit par avoir raison de l'envoyé du ministère et l'éloigna des mariés en la repoussant du bout de sa canne de pierre. Alors qu'Armand Malfoy prononçait un long discours de sa voix de statue, enrouée et rocailleuse,
Narcissa observa un peu plus en détail l'envoyé du ministère. Elle essaya d'estimer son âge et supposa qu'elle avait à peu près le même âge qu'elle, ce qui signifiait que sa carrière au ministère venait de commencer. Elle avait une silhouette trapue, une grosse tête et un cou quasi inexistant. Sa bouche large et molle et ses grands yeux ronds la faisaient ressembler à un gros crapaud. Ses cheveux châtain clair, courts et bouclés, étaient légèrement décoiffés après sa dispute avec Armand Malfoy, et la barrette rose qui s'y promenait semblait sur le point de tomber par terre. Elle portait un cardigan duveteux tout aussi rose que le reste de ses vêtements et avait l'air absolument furieux. Narcissa supposa qu'elle s'était vantée auprès de nombreuses personnes d'être celle qui allait diriger le mariage des Malfoy et qu'elle devait être dépitée d'avoir été démise de ses fonctions et par une statue par-dessus le marché. Armand Malfoy fit un long discours ennuyeux où il retraça toute l'histoire des Malfoy à travers les siècles, raconta de nombreuses anecdotes sur tous les mariages qu'il avait célébrés en s'en mêlant les pinceaux. Ahem, où en étais-je? Lucius, aidez-moi. Je parlais de Brutus Malfoy ou bien du grand Septimus? Alors que de nombreux invités commençaient à trépigner d'impatience ou à regarder en l'air, Lucius crut judicieux d'abréger le discours. Vous vous apprêtiez à conclure, vénérable ancêtre, dit Lucius en adressant un clin d'œil à Narcissa. Vraiment? Bien, bien. Allons, dit-il d'une voix plus forte. Unissons les mariés. Narcissa entendit nettement des soupirs de soulagement dans l'assistance et adressa un sourire reconnaissant à Lucius. Armand Malfoy se retourna et fit un signe à l'employé du ministère qui attendait près de l'arche fleurie avec une expression enfantine et boudeuse sur le visage. « Vous, approchez, je vais avoir besoin de votre baguette. »« Alors, mettez-vous à côté de moi et faites ce que je vous dis, » ordonna-t-il. « Allez, allez, plus vite que ça. » Quelques invités gloussèrent. La petite femme aux yeux de crapaud devint rouge écarlate, mais s'approcha néanmoins de Lucius et de Narcissa. Elle se plaça face à eux, de sorte que Narcissa put voir le badge en forme de fleur épinglé sur son cardigan rose bonbon, et elle y lut le nom charmant de Dolores Ombrage. « Je n'aime pas être traitée de la sorte, monsieur Malfoy, » dit-elle à voix basse à l'intention de Lucius. « C'était à moi de célébrer ce mariage. Je suis venue de Londres pour cela et... »« Et si vous continuez à tout faire pour gâcher le plus beau jour de ma vie, vous allez pouvoir retourner à Londres par le premier carrosse, » répliqua Lucius en remuant à peine les lèvres. « D'ailleurs, je vous avais demandé de porter du bleu clair, pas du rose. Rien que pour cette faute, je pourrais vous faire renvoyer du ministère. » Lucius claqua discrètement des doigts et la tenue de Dolores Ombrage vira immédiatement au bleu. La jeune femme ouvrit la bouche pour protester, mais Lucius la fit taire d'un geste de la main. « Taisez-vous et tenez-vous tranquille, ou bien vous le regretterez toute votre vie, » dit Lucius avec un calme olympien et autoritaire. Et leur échange s'arrêta là, car Armand Malfoy énonça d'une voix forte. « Nous sommes ici pour célébrer l'union de Miss Narcissa Druella Black avec Monsieur Lucius Abraxas Malfoy. »« Pourquoi lui avais-tu demandé de porter du bleu ?» lui demanda discrètement Narcissa. Lucius se tourna vers elle et lui sourit tendrement. « Pour être assorti à tes yeux, évidemment. » Narcissa leva les yeux au ciel. « Tu as le sens du détail, » sourit-elle. « Toujours. » Ces quelques phrases échangées renvoyèrent Narcissa à tous les instants délicieux qu'ils avaient passés ensemble. Le club de Slug, les heures passées à pouffer de rire à la bibliothèque en méprisant le reste du monde, leur premier baiser en haut d'une tour du manoir, leur longue balade sous les parafeuilles du jardin. Elle se détendit un peu, et l'expression furieuse de Dolores Ombrage la réconforta d'autant plus. « Procédons à l'échange des vœux, » les interrompit Armand Malfoy. Lucius prit doucement la main de Narcissa, et ils présentèrent leurs deux mains enlacées devant la jeune femme. De mauvaise grâce, Dolores Ombrage pointa sa baguette sur leur poignet, et un lien blanc et scintillant
vint s'enrouler autour de leurs mains. « Répétez après moi, mon ami, » dit la voix rocailleuse d'Armand Malfoy. Lucius reporta son attention sur la statue de son ancêtre. Il s'éclaircit discrètement la gorge et répéta d'une voix claire, sans défaut, les phrases que lui dictait son ancêtre. « Ici, Narcissa, je te prends pour femme, pour le beau et le laid, le meilleur et le pire. Et je promets de t'aimer, dans la gloire et dans la déchéance, dans la fortune et la ruine, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et pour tout ceci, j'engage ma parole. » Narcissa lui enviait son assurance sereine. Elle se demanda s'il avait déjà douté, lui, mais absolument rien n'indiquait que c'était le cas. Elle se demanda ce qu'elle avait fait pour mériter une telle affection et réalisa une nouvelle fois à quel point celle-ci lui était précieuse. « Miss Narcissa Irma Black, acceptez-vous les vœux de Monsieur Lucius Abraxas Malfoy, ici présent ?» Narcissa entendait la multitude respirer derrière elle, mais sa présence, si pesante quelques instants auparavant, ne lui importait plus. Lucius lui adressa un beau sourire qui leur promettait de longues années de bonheur. Quand il la regardait ainsi, toutes les craintes de Narcissa s'évanouissaient comme par magie. Et de toute manière, il était trop tard pour avoir peur, se dit-elle avec résolution. « Oui, je les accepte, » dit-elle. « Et jurez-vous à votre tour de lui retourner ses vœux jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Narcissa serra la main de Lucius un peu plus fermement. « Oui, je le jure, » s'entendit-elle prononcer avec assurance. Le scintillement du lien argenté qui unissait leurs deux mains s'accentua, puis disparut. « Au nom de la loi, de la grandeur des sorciers et de tous vos vénérables ancêtres, je vous déclare mari et femme, » conclut Armand Malfoy. « Vous pouvez vous embrasser. » Et d'un même mouvement, Lucius et Narcissa se tournèrent l'un vers l'autre. Lucius se pencha légèrement, Narcissa tendit le cou, et ils s'embrassèrent. En ouvrant les yeux, ils se regardèrent en riant, tous les deux surpris par leur propre bonheur, puis s'embrassèrent à nouveau. La musique retentit à nouveau au-dessus de l'assemblée, rapidement couverte par les applaudissements enthousiastes et les exclamations joyeuses. De nombreux invités pointèrent leurs baguettes vers le ciel et firent pleuvoir sur eux des confettis dorés et des pétales de roses qui s'accrochaient dans les cheveux de Narcissa et s'accumulaient sur leurs épaules. Les roses blanches qui étaient accrochées au siège se métamorphosèrent en colombes qui s'envolèrent au-dessus de l'ovation que leur donnait la foule de convives. Narcissa se sentit soulagée d'un énorme poids. Tout s'était bien passé, et elle se dit que c'était de bon augure pour leur vie commune. Dans l'assemblée qui les acclamait, elle essaya de ne pas regarder son père, mais plutôt les mines défaites des crabes de Carla Avery et de Juliette Selwyn. Après la cérémonie, le banquet commença plus fastueux que jamais. Les elfes Prunas et Lidélis s'étaient surpassés. On mangea du foie d'hippogriffe, des huîtres, de la viande d'Okami à la sauce aux érelles, des faisans cuits à la broche, de la truffe, du vin et du fromage fraîchement livrés depuis la France, des flavières argentées, des savorines, des dragées, des fruits rouges, des choux à la vanille, de la glace, et ce, durant tout l'après-midi. Pour plus de tranquillité, on présenta aux enfants qui étaient présents une antilope aux longues cornes d'or et on promit son poids en friandises à celui qui l'attraperait. Les enfants se consacrèrent donc pleinement à cette mission avec enthousiasme et on ne les vit pas de tout le banquet. On devinait seulement leur présence grâce aux cris d'excitation qui résonnaient derrière les haies d'ifs. Au fur et à mesure du banquet, Narcissa commença à sentir l'angoisse la rattraper de nouveau. À plusieurs reprises, elle surprit quelques personnes, surtout des femmes, et surtout celles qui étaient proches de Carla et de Juliette, en train de la regarder de travers avec une moue désapprobatrice ou un sourire moqueur. De même, et c'est ce qui l'incommodait le plus,
Elle surprit son père en train de lui jeter des regards en coin, en se détournant précipitamment lorsqu'elle croisait son regard. Tous les invités qui se relayaient pour la féliciter lui donnaient le tournis, et elle avait de plus en plus de mal à leur répondre de façon pertinente. Elle aurait voulu que Lucius la regarde, à nouveau, comme il l'avait regardée devant l'Arche fleurie, mais il était occupé à serrer des mains et à surveiller le bon déroulement du banquet. 2 heures après le commencement du repas, elle remarqua que son père n'avait quasiment rien mangé et gardait la mine sombre. Elle prit son courage à 2 mains et se décida à aller le voir. Elle s'excusa donc auprès de la énième personne qui venait la congratuler et alla s'asseoir auprès de lui. « Ah, Narcissa, te voilà !» dit son père en évitant soigneusement de la regarder dans les yeux. « Papa, vous êtes bien songeur. »« Oh, oui, sans doute. » Et il entreprit de s'essuyer les mains dans sa serviette, bien qu'elles fussent parfaitement propres. « Vous ne m'avez même pas dit ce que vous pensiez de Lucius, » dit Narcissa à voix basse afin qu'Abraxas Malfoy ne les entende pas. Son père jeta un coup d'œil à Abraxas, très occupé à parler affaires avec 2 hommes que Narcissa ne connaissait pas, mais qu'elle avait vu glisser des pièces d'or dans la main du maître des lieux. Puis le regard de Cygnus se posa sur Lucius, entouré par une foule de convives qui lui tapaient sur l'épaule en regardant de temps à autre vers Narcissa avec satisfaction. « Il est charmant, » dit Cygnus Black. « J'aurais aimé que tes sœurs prennent exemple sur toi. » Et il retomba dans son mutisme, tout en suivant des yeux Bellatrix qui réprimandaient sévèrement Rodolphus Lestrange après que celui-ci ait effleuré son décolleté. « Quel gâchis !» marmonna-t-il. « Qu'est-ce qui vous rendrait le sourire ?» essaya encore Narcissa, qui commençait à sentir sa gorge se nouer à nouveau. « Rien que tu puisses me procurer, hélas, » répondit aussitôt Cygnus Black d'un ton sec. Narcissa s'agrippa un peu plus solidement à ses accoudoirs pour prendre son courage à 2 mains et se lança. « Je pensais à autre chose. Je pensais, puisque maman n'est plus là, voulez-vous venir habiter ici ?» Cygnus sursauta et la regarda avec de grands yeux ronds. « La vie y est plus agréable qu'au square Grimord. Il y a 2 elfes de maison et de nombreuses chambres, et au moins, nous serons ensemble, » poursuivit Narcissa suppliante. « Je ne peux pas accepter, » décréta Cygnus catégorique. Aussitôt, Narcissa sentit des larmes de colère et de tristesse lui monter aux yeux. Pourquoi refusait-il ainsi d'être fier d'elle? Et pourquoi ignorait-il obstinément toutes les mains qu'elle lui tendait? Narcissa essaya de se souvenir d'une seule fois où il l'aurait félicitée. Mais maintenant qu'elle y pensait, il lui semblait que son père ne lui avait jamais adressé le moindre compliment. Son père sembla remarquer sa détresse et tenta d'expliquer. « Je ne peux pas laisser Walburga. »« Walburga ? C'est donc elle qui vous retient loin de moi ? Est-ce elle qui vous a empêché de répondre à mes lettres ? » ?»« Non, j'ai bien reçu tes lettres, mais j'étais trop occupé pour y répondre. »« Occupé ? Mais occupé à quoi, exactement ? Vous n'avez plus de travail ? N'avez jamais eu d'amis ? » Narcissa commençait à parler un peu trop fort et plusieurs regards se tournèrent vers eux. Son père lui sourit avec un air désolé, puis déclara avec gravité. « Écoute, Narcissa, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Narcissa, tu es là ?» dit une voix grinçante juste à côté d'elle. Carla Avery venait de s'asseoir sur la chaise voisine, rapidement imitée par Juliette Selwyn. Narcissa ne sut pas dire si elle leur en voulait d'avoir interrompu la confidence de son père, ou bien si elle leur était reconnaissante d'avoir fait cesser ce dialogue particulièrement désagréable. Les 2 jeunes femmes portaient des robes flambant neuves, respectivement rouges et blanches, des gants et des éventails assortis. Carla avait poudré ses joues, ce qui faisait ressortir ses pommettes saillantes et son front extraordinairement large. Juliette, quant à elle,
clignait des yeux sans cesse pour mettre en valeur ses grands cils et ses yeux verts, entortillait des mèches de ses cheveux blonds autour de son doigt et se caressait la joue pour souligner la forme ravissante de son visage. Durant quelques instants, Narcissa se sentit écrasée par les deux jeunes femmes si apprêtées. Puis elle les revit en train de s'étrangler de jalousie à la bibliothèque de Poudlard, pendant que Lucius lui expliquait si patiemment les cours de potions, et se rappela que c'était elle qui avait su séduire Lucius mieux que toutes les pimbèches qui étaient présentes. « Alors, tu passes une bonne journée ?» lui demanda Carla. Narcissa la connaissait assez bien pour savoir que derrière chacune de ces questions se cachait une mauvaise intention et qu'il ne fallait jamais rien lui montrer de ses faiblesses. « Elle ne pourrait pas être meilleure, » répondit-elle donc avec tout le naturel dont elle était capable. Mais Carla et Juliette échangèrent un regard amusé et Narcissa sentit son assurance fondre comme neige au soleil. « Je suis heureuse que tu en profites malgré tout, » susurra Juliette. Narcissa ignorait ce qu'elle sous-entendait par « malgré tout », mais refusa de lui donner la satisfaction de poser la question. « Moi aussi, Juliette, je suis vraiment très heureuse que tu profites de ta journée. Je sais que tu aimais beaucoup Lucius et que tu as toujours espéré l'épouser. Mais je suis soulagée de voir que tu as fini par entendre raison et que tu acceptes la situation avec autant de sagesse. » Juliette rosit légèrement et s'éventa un peu plus rapidement. Carla roula des yeux furieux et repartit à l'attaque. « En tout cas, je tenais à te complimenter car je trouve que tu fais preuve d'un sang-froid exceptionnel. Moi, si j'étais à ta place, je pense que je n'oserais plus me montrer en public. » Narcissa remarqua que plusieurs personnes, autour d'elle, continuaient à la regarder avec une insistance désagréable et sentit le feu lui monter aux joues. « Elle n'est pas au courant !» gloussa Juliette Selwyn avec un étonnement ravi. « Je n'arrive pas à y croire. Pourtant, depuis hier, tout le monde ne parle que de ça. » Alors que Narcissa s'apprêtait à leur faire manger leurs éventails, il se passa deux choses tout à fait inattendues. Premièrement, Cygnus Black, qui était resté silencieux jusqu'ici, mais qui avait tout entendu, se leva de toute sa hauteur et pointa un index menaçant sur Carla Avery et Juliette Selwyn. « Je trouve votre comportement extrêmement désagréable, jeune fille !» s'écria-t-il de sa voix de tonnerre, que Narcissa n'avait plus entendue depuis de longues années. « Et je vous prie de présenter vos excuses à ma fille, ou bien de ficher le camp. » Il y eut alors un long silence, pendant lequel Cygnus Black sembla lui-même surpris par ses propres paroles. Tous les regards se tournèrent vers eux, et Narcissa vit Lucius fendre la foule pour se rapprocher, l'air inquiet. Mais avant qu'il ne les rejoigne, un autre cri déchira le silence, un cri de terreur, rapidement rejoint par des dizaines d'autres. Narcissa vit une grande ombre noire parcourir le jardin, puis des index se pointer vers le ciel. Elle leva les yeux et vit deux formes ailées, obscures et énormes, se détacher dans le ciel. Elles tournoyaient autour du manoir tout en descendant progressivement, et plus leur altitude diminuait, plus leur taille semblait considérable. Narcissa prit immédiatement son père par le bras et voulut l'entraîner vers le manoir. « Papa, rentrons !» dit-elle. Les invités eurent la même idée qu'elle et se ruèrent vers le manoir pour s'y abriter, sauf Lucius qui avançait vers Narcissa à contre-courant de la foule et Daisy qui essayait de calmer la panique ambiante. Également, Bellatrix, Rodolphus Lestrange, Régulus et Severus Rogue n'étaient pas effrayés le moins du monde et s'étaient mis à l'écart pour observer le spectacle fascinant de deux énormes créatures qui volaient majestueusement dans le ciel.